Comment une décision manquée à Bruxelles pourrait bouleverser l'avenir économique de toute l'Europe? Pourquoi le sommet qui devait changer l'histoire s'est-il terminé dans un silence glacial, assourdissant, presque irréel? Ce sommet européen était présenté comme décisif, une étape historique censée afficher au monde une démonstration de force inédite face à la Russie. Depuis des semaines, la pression montait dans les couloirs du pouvoir. La question brûlante de la confiscation des avoirs russes était sur toutes les lèvres, portée par des promesses de fermeté et des discours martelant l'unité européenne. Mais à la surprise générale, au moment où tout semblait converger vers un choc décisif, le dossier disparaît discrètement de l'agenda. Aucune explication officielle, pas de débat, juste une absence pesante. Un vide que ni les caméras, ni les journalistes, ni même les chefs d'État n'ont su combler. C'est ce silence, plus fort que n'importe quelle déclaration, qui a marqué la fin de ce sommet. Cet échec n'est pas le fruit d'un soudain sursaut moral ou d'un respect tardif du droit international. Ce n'est pas non plus une victoire de la prudence juridique. Non, derrière ce renoncement, il y a une peur profonde, celle des conséquences imprévisibles d'une telle mesure. La crainte de déclencher une réaction en chaîne qui pourrait déstabiliser non seulement la relation avec Moscou, mais surtout l'équilibre financier de l'Europe elle-même. Car ce qui s'est joué dans la capitale européenne, c'est la crédibilité même de l'Union comme place financière mondiale. Si l'Europe échoue à agir de façon forte et crédible, elle risque de perdre la confiance des investisseurs, d'affaiblir sa monnaie et de saper sa propre sécurité financière. Un pari risqué dont les citoyens, les épargnants, mais aussi les grandes entreprises pourraient m'en payer le prix fort. Alors qu'a vraiment révélé ce silence de Bruxelles? Derrière la façade de l'unité, ce sont les intérêts nationaux, le calcul et la peur du risque qui ont pris le dessus, menaçant la réputation du continent tout entier. L'Europe vient-elle de montrer ses failles au grand jour? Pour comprendre ce choc inattendu et ce repli spectaculaire, il faut maintenant revenir sur le contexte, les tractations secrètes et les enjeux explosifs qui ont mené à ce moment de bascule. Remontons le fil des événements pour saisir pourquoi la question des avoirs russes s'est retrouvée au cœur d'une crise existentielle pour toute l'Europe. Ce sommet était-il vraiment préparé comme un point de non-retour pour l'Europe? À Bruxelles, l'ambiance était électrique, presque sacrée. Dans les couloirs des institutions, ce rendez-vous était présenté comme le moment de vérité, celui où l'Union européenne devait prouver qu'elle était capable de frapper fort, de tracer une ligne que plus personne n'oserait franchir. Depuis plusieurs semaines, les médias européens multipliaient les analyses, les éditos, les formules choc. On chauffait l'opinion publique, c'était le sommet de la responsabilité, du courage, et les dirigeants eux-mêmes, devant les caméras, répétaient ce message quasi messianique. La confiscation des avoirs russes était affichée comme la solution miracle, le grand geste symbolique, la réponse implacable à la crise, le moment où l'histoire s'accélère. Mais à force de bâtir l'imaginaire d'un tournant historique, la pression est devenue monstrueuse. À chaque sommet, nouvelle crise, nouveau discours solennel. C'est le syndrome de la série télé européenne. Chaque saison, un nouveau cliffhanger, chaque épisode, une promesse d'événements sans retour. Et cette fois encore, Bruxelles a promis, sans savoir comment tenir. Dans l'ombre pourtant, les doutes grandissaient, non? Plusieurs États membres, loin des projecteurs, s'interrogeaient sur la viabilité réelle de cette confiscation. Les enjeux financiers, les risques juridiques, les conséquences pour la réputation européenne comme place financière mondiale, tout cela pesait bien plus lourd que les slogans officiels. La vérité, c'est qu'une mauvaise gestion de cette attente pouvait tout faire basculer. Trop d'enthousiasme, pas assez de préparation. La crédibilité même de l'Union européenne était en jeu. La moindre erreur risquait d'amplifier les fractures internes, de donner du grain à moudre à ceux qui rêvent d'un retour au chacun pour soi et d'affaiblir durablement la voix de l'Europe sur la scène internationale. Mais alors, qu'est-ce qui a fait exploser ce scénario si parfaitement huilé? Quels obstacles, trop longtemps ignorés, ont fait dérailler la machine européenne au dernier moment? Quand les chiffres prennent le pas sur les slogans, la panique s'installe dans les couloirs du pouvoir. La rhétorique martiale laisse place à une réalité beaucoup plus crue. La guerre coûte cher, surtout quand on s'obstine à la financer sans y participer directement. Bruxelles a rejeté le plan venu d'Amérique, préférant prolonger le conflit pour au moins 2 années supplémentaires, repoussant en silence toute idée de compromis qui pourrait ressembler à un aveu d'échec. Mais tenir cette position a un prix. Les caisses des États membres se vident à vue d'œil. Les budgets nationaux, déjà sous tension, ne supportent plus les nouvelles promesses. Soudain, le Fonds monétaire international frappe à la porte. Il exige 160 milliards de dollars à réunir très vite sous peine de voir l'édifice financier européen s'effondrer dans un défaut spectaculaire.
la menace n'est plus abstraite. Pour la première fois, les institutions européennes comprennent que la solidarité affichée ne suffit pas à remplir les coffres. Face à l'urgence, la tentation de la facilité s'impose. Confisquer les avoirs russes, ces centaines de milliards gelés sur le sol européen. C'est la solution qui circule dans les réunions fermées, la porte de sortie qui permettrait, théoriquement, d'éviter le pire sans trop demander aux contribuables. Mais derrière cette idée simple, les juristes tirent à la sonnette d'alarme. L'opération serait un séisme juridique. Le risque de voir émerger des vagues de procès, de perdre la confiance des investisseurs internationaux, voire d'ouvrir la voie à des représailles contre des actifs européens à l'étranger, est immense. Au fil des discussions, des fissures apparaissent dans le bloc. La résistance s'organise dans plusieurs capitales, non par sympathie pour Moscou, mais par crainte d'un précédent capable de briser la réputation de l'Europe comme havre du capital. Les pays les plus exposés au secteur financier, à l'image des magnifiques Sept, ces États où l'on calcule chaque risque et où la peur d'une crise bancaire l'emporte sur la politique, multiplient les mises en garde. Pour eux, l'expérience montre qu'une fois la digue du droit franchie, tout le continent peut être emporté. L'Europe n'est plus confrontée à un simple dilemme politique, mais à la possibilité d'un effondrement de sa crédibilité juridique. L'enjeu dépasse la conjoncture, il s'agit, ni plus ni moins, de la sécurité des économies nationales et de la confiance des marchés mondiaux. Suspendue au bord de ce gouffre, Bruxelles doit choisir, risquer un précédent dangereux, ou reculer au prix d'un aveu de faiblesse. Mais alors, face à ce mur d'incertitude, quelles options restent véritablement sur la table pour les dirigeants européens ? Et surtout, à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir du continent et de ses citoyens ? Et si, en voulant punir la Russie, l'Europe se condamnait elle-même à l'impuissance ? Le retrait du dossier des avoirs russes n'a rien d'une victoire. C'est une pause forcée par la peur, un silence gêné là où l'on promettait l'histoire. L'Europe n'a ni confisqué, ni restitué, ni même su utiliser ses actifs gelés. Tout reste en suspens, comme si le simple fait de toucher à ce trésor risquait de déchaîner une tempête incontrôlable. Chaque mois d'indécision érode la position de l'Union européenne, sur le plan économique mais surtout politique. Les marchés voient dans cette hésitation, les investisseurs aussi, cela fragilise la confiance, le crédit et la capacité de l'Union à affirmer ses choix. Cette paralysie coûte cher, bien plus que la simple gestion de fonds gelés. Il manque un plan B, justement parce que tout le monde redoute de créer ici un précédent désastreux pour l'ensemble du système financier international. Si l'Europe brise la règle sacrée de l'inviolabilité de la propriété, que restera-t-il de sa réputation de havre sûr ? L'Union se retrouve piégée entre l'envie de montrer sa force et la terreur de saboter le socle sur lequel repose toute sa prospérité. Ce dossier l'illustre. L'Europe n'agit plus, elle réagit. Elle change de posture au gré des pressions, préférant la gestion de crise à la stratégie de long terme. Ce glissement, de l'initiative à la défensive, affaiblit sa capacité d'influence et la fait apparaître comme suiveuse plutôt que meneuse sur la scène mondiale. La réputation de neutralité financière, patiemment bâtie au fil des décennies, sort durablement abîmée de cet épisode. Désormais, chaque acteur international sait que les règles peuvent être modifiées à la première tempête, et cela laisse une trace profonde dans la mémoire des marchés. Pendant ce temps, la Russie cultive la patience, la méthode. Elle observe, ajuste et parie sur le long terme, la constance face à une Europe incertaine. Là où l'Union hésite, la Russie temporise et construit ses avantages au fil du temps. Si l'Europe s'entête dans cette impasse, elle risque d'alimenter une crise de confiance d'une ampleur inédite. Le prix potentiel ? Des centaines de milliards d'euros perdus, une stabilité financière sapée et le projet européen lui-même fragilisé. Mais au-delà des décisions de sommet, qu'est-ce que cette situation révèle sur ce que vivent et comprennent les citoyens, les investisseurs ou les responsables politiques européens ? Regardons ce que cette crise dit, concrètement, à chacun sur la place du continent dans le monde. Derrière la rhétorique, ce sont les chiffres et la gestion des risques qui décident réellement du destin européen. Les décisions politiques mal prises dans la précipitation ou la panique laissent des traces profondes. Chaque volte-face affaiblit la confiance que les partenaires ou investisseurs étrangers peuvent encore accorder à l'Europe. Ce n'est pas seulement un enjeu d'image, c'est la base même de la crédibilité européenne qui vacille. La cohérence entre les valeurs affichées, respect du droit, protection de la propriété et les pratiques effectives doit être totale. Sinon, pourquoi choisir l'Europe comme refuge pour ses épargnes, ses entreprises ou ses rêves d'avenir ?
Les capitaux, eux, ne s'attachent pas au drapeau, ils cherchent un sol stable, des règles prévisibles, et la garantie que la parole donnée sera tenue. Ce qu'apprécie l'incapacité à trancher face à la tentation de confisquer devient un signal mondial. Si même l'Union européenne, censée incarner la stabilité et l'état de droit, hésite, alors qui peut encore garantir la sécurité financière? Cette question, les acteurs économiques du monde entier se la posent déjà. Pour les citoyens européens, le vrai risque est de devenir les victimes invisibles de ces grandes manœuvres. L'inflation, la fragilisation des économies, la défiance envers la monnaie ou les institutions. Toutes ces conséquences, elles ne se discutent pas dans les couloirs du pouvoir, elles se vivent au quotidien. Exiger de la transparence, réclamer des explications claires et ne pas se contenter de slogans, c'est aujourd'hui un devoir démocratique. Quant au marché, ils ne se nourrissent pas de discours. Déjà, ils réévaluent leurs risques, déplacent leurs fonds, adaptent leurs stratégies. La facture, elle, commencera à tomber dans les prochaines années. Moins d'investissements, plus de frilosité, et une Europe dont l'attractivité s'érode lentement. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme un avertissement. Une union forte ne doit pas improviser au gré des émotions ou des tempêtes médiatiques. Elle doit apprendre à anticiper, à prévoir, à tenir un cap, même sous la pression, sinon elle se condamne à subir les choix des autres. Ignorer ces leçons, c'est accepter de répéter les mêmes erreurs et, à terme, d'abandonner sa souveraineté économique à ceux qui, eux, savent garder leur sang-froid. Alors, face à cette impasse, que faire en tant que citoyens, dirigeants ou simples observateurs? Dans la suite, explorons ensemble les pistes d'action concrètes et les choix difficiles qui attendent l'Europe si elle veut éviter le piège du déclin silencieux. La prochaine crise sera-t-elle un nouveau test ou le point de rupture pour l'Europe? Cette question n'est pas théorique. Elle est cruciale pour chacun de nous, car ce qui vient de se jouer à Bruxelles dépasse de loin la géopolitique ou les calculs de chancellerie. En échouant à confisquer les avoirs russes, l'Europe a révélé quelque chose de plus profond qu'un simple désaccord. Derrière la façade de l'unité, c'est la peur qui a parlé. Peur des conséquences internes, peur pour la réputation du continent, peur surtout de franchir une ligne qui, une fois dépassée, ne permettrait plus de revenir en arrière. Le silence qui a suivi le sommet n'est pas vide. Il est rempli de doutes, de fractures et de contradictions non résolues. L'Europe, qui se voulait modèle de force et d'intégrité, s'est retrouvée prisonnière de ses propres peurs, exposant au grand jour la fragilité de sa confiance, non seulement envers l'extérieur, mais surtout en son propre système. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'argent gelé d'un adversaire, mais la maîtrise de notre avenir commun. La stabilité financière de l'Europe, la sécurité de nos économies, la crédibilité internationale du continent, tout cela dépend de notre capacité, collectivement, à défendre la confiance, la prudence et la lucidité. Si nous choisissons la facilité du silence ou de l'inaction face à ces signaux faibles, nous nous exposons à perdre bien plus que de l'argent. Nous risquons de perdre la capacité de décider pour nous-mêmes, d'imposer nos propres règles, de protéger ce qui fait la force d'une société ouverte. L'histoire nous rappelle que l'unité n'existe pas sans confiance, que le progrès n'est rien sans vigilance et que la paix intérieure d'un continent dépend de la rigueur avec laquelle il se regarde lui-même. Ne laissons pas la prudence devenir de la peur, ni la lucidité se dissoudre dans l'indifférence. Il ne tient qu'à nous de rester vigilants, car chaque crise, chaque silence est un test de notre maturité collective. Alors la prochaine tempête sera-t-elle un simple orage, ou le moment où l'Europe devra enfin choisir, rester prisonnière de ses peurs ou retrouver le courage d'agir ensemble?